Bonjour à tous. Sur mon plateau aujourd'hui, deux diabétologues éminents, des sommités dans leur domaine. J'ai nommé à ma droite Jean-Pierre Rivlin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes donc diabétologue, prof de diabétologie à l'université de Paris-Cité et également responsable du centre universitaire du diabète et de ses complications. Et votre particularité, votre spécificité tourne autour du diabète de type 1. Absolument. Et donc, à ma gauche, Claire Carrette, bonjour. Bonjour. Vous êtes nutritionniste et professeur en nutrition, également diabétologue, et votre spécialité, c'est l'obésité issue du diabète de type 2 aussi. Donc, j'ai deux spécialistes complémentaires, diabète de type 1 et de type 2, et également de cerveaux qui ont extrêmement travaillé cette question, sachant que le diabète est un fléau international, planétaire. Donc, ma première question, le diabète est partie du système endocrinologique. Alors, j'aimerais savoir quels sont les organes impliqués dans le système endocrinologique. Claire, vous... Donc, je commence. Oui. Alors, moi, je vais plus parler de l'obésité. Après, Bien je sûr. laisserai la parole à Jean-Pierre pour le diabète. Dans l'obésité, en fait, ce que j'essaye de défendre, c'est le fait qu'on regarde cette maladie comme une maladie, justement, et pas juste une faiblesse de la volonté ou voilà, une situation de manque d'envie de faire de l'activité physique, etc. Ça reste important dans la prise en charge, mais dans la cause de la maladie, on va en discuter, c'est pas tout à fait ça. Et donc, c'est une vraie maladie du tissu adipeux qui lui-même est malade, en fait, dans l'obésité. Donc, le tissu adipeux qui a longtemps été regardé comme un tissu inerte sans intérêt, ou juste un stockage d'énergie pour lutter contre le froid, par exemple. Maintenant, on considère que c'est un vrai tissu endocrine qui fabrique des hormones qui vont aller agir à distance. C'est le principe de la définition d'une hormone, c'est qu'elle est sécrétée à un endroit et qu'elle va agir à distance. Et donc voilà, le regard sur l'obésité, il a changé depuis qu'on s'intéresse réellement au tissu adipeux et au lien avec les autres organes. Et donc, c'est ça qui constitue le système endocrinologique qui va conditionner à la fois notre diabète et notre gras. Alors en fait, ce qui se passe, on va dire, c'est plus compliqué que ça, évidemment, c'est que quand on a du tissu adipeux en excès, qu'on a trop de tissu adipeux, il y a ce qui arrive, c'est une insulino-résistance. C'est-à-dire que je pense que Jean-Pierre va en reparler, l'insuline, elle est fabriquée par le pancréas et elle va avoir du mal à agir sur ses cibles s'il y a trop de tissu adipeux, parce que le tissu adipeux va fabriquer des molécules qui vont gêner en fait la façon dont l'insuline va se lier à son récepteur. Voilà. Alors, je sais pas si tu veux compléter. Jean-Pierre Rivlin, vous avez quelque chose à compléter par rapport à ça Oui, c'est intéressant ce qu'a dit Claire, parce qu'elle a mis en lumière deux organes qui sont très impliqués. Le tissu gras, qui stocke, il ne peut plus stocker. Et donc, il va regorger. Alors, il va fabriquer des hormones, comme l'a dit Claire, qui vont gêner l'action d'une hormone qui s'appelle l'insuline. Et ça va aussi déborder, le gras va déborder. Il ne va plus être stocké. Et il va aller dans la circulation. Et il va envahir des tissus. Et ce gras est toxique pour les tissus. Et donc, ça va... C'est ce qui provoque le cholestérol ? Non, là, on est plutôt dans du gras qui plutôt correspond à un autre gras de l'organisme qui s'appelle les triglycérides. Et ces gras, les ce graisses gras-là, du sucre. Voilà, exactement. Et ce gras va envahir les tissus, en particulier l'autre organe qui s'appelle le pancréas. Et là, on peut séparer la population dont on parle aujourd'hui en deux. Les obèses non diabétiques. Alors pourquoi ils y arrivent? Pourquoi ils ne sont pas diabétiques, ces gens-là? Ça peut être des gens très obèses, et Claire peut en témoigner. C'est des gens qui ont des index de masse corporelle supérieurs à 40 parfois. C'est le poids sur la taille au carré. Et il faut normalement être en dessous de 25. Et quand on est au-delà de 40, on appelle ça une obésité grade 3, c'est-à-dire extrême. Ils ne sont pas diabétiques, ces gens-là. Comment ils font? Pourquoi? Parce qu'en fait, ils ont un pancréas robuste. Ils ont une capacité à compenser cette obésité et cette résistance à l'insuline en fabriquant plus d'insuline. Et cette insuline arrive à normaliser la concentration de sucre dans le sang.
Une deuxième catégorie est caractérisée par le fait qu'ils n'y arrivent plus à fabriquer assez d'insuline. Et du coup, ils n'arrivent plus à réguler le sucre dans le sang. Et là, le sucre dans le sang s'élève, on appelle ça la glycémie. Quand elle s'élève au-delà d'un certain seuil qui est mondial, qui est de 1,26 g par litre à jeun, eh bien là, on définit un diabète parce que la sécrétion d'insuline n'est pas suffisante pour compenser cette obésité. Donc on a deux catégories de patients dont on parle aujourd'hui. Les gens qui ont des obésités morbides, qui n'ont pas de diabète, mais comme Claire va l'évoquer probablement après, c'est une préoccupation extrême pour la société parce qu'il y a de très nombreuses complications liées à cette obésité. Et une deuxième catégorie qui est le diabète, où là, il y a des complications spécifiques et c'est pour ça qu'on a des orientations un peu différentes parce que la prise en charge a quelques différences. Alors, justement, pour parler d'obésité, vous avez l'air de dire que le comportement du patient n'y est pour pas grand-chose. Or, moi, je vois des mères bourrer leurs enfants, les faire grossir, elles sont elles-mêmes déjà en surpoids. On ne peut pas s'empêcher de se dire que l'obésité vient aussi de mauvaises habitudes alimentaires. C'est pas seulement génétique. En fait, la science, depuis une dizaine d'années, a montré que cette idée qu'on a tous et qui est assez répandue dans la population, y compris médicale, est probablement fausse. En fait, on ne peut pas s'amuser à faire grossir les gens par plaisir. Il y a vraiment une prédisposition génétique extrêmement forte à l'obésité. Et donc, il y a des gens c'est évalué, l'héritabilité de l'obésité, c'est évalué, alors c'est toujours un peu flou, entre 30 et 80%. Bon, en gros, on ne sait pas forcément très bien dire chez une personne donnée quel est son risque de devenir obèse, mais ça commence à être pas mal étudié. Et on voit que quand on porte plusieurs variants génétiques de l'obésité, il y a des études qui ont montré quand on a, je ne sais plus combien de variants, mais bon voilà, un certain nombre de variants qu'on porte sur son ADN qui prédisposent à de l'obésité, on démarre déjà dans la vie avec plus d'une dizaine de kilos de plus dès l'âge de 18 ans. Et donc ça, c'est jeune, mais après, ça s'aggrave avec le temps. Alors, on ne peut pas accuser la génétique de toute l'épidémie d'obésité mondiale. On voit bien qu'aux États-Unis, il y a 2/3 des gens qui sont en situation d'obésité, donc ce n'est pas que de la génétique. C'est évidemment aussi une maladie moderne liée à notre mode de vie qui n'est pas du tout adapté à notre biologie. Mais ce mode de vie, il faut bien comprendre qu'il est imposé d'une certaine manière aux gens. Beaucoup de gens travaillent sur ordinateur à l'heure actuelle plus de 8 heures par jour. Ils sont sédentaires, c'est pas de leur fait. Ils peuvent pas changer de travail aussi facilement que ça. Et donc, je pense que c'est pareil, le contenu des aliments, le fait que les portions soient plus riches en sucre, en lipides, c'est évidemment quand on a les moyens, on va faire les bons choix. Quand on a le temps, on va cuisiner correctement, mais c'est pas du tout toujours le cas de toute la population. Et donc, vous, professeur Evelyne, vous avez constaté un héritage génétique dans le diabète aussi, de type 1 ? À l'évidence, la génétique joue un rôle majeur dans le diabète, quelle qu'en soit la cause. La majorité, c'est ce qu'on appelle un diabète de type 2. C'est qui arrive plus tard dans la vie. À peu près 90% de tous les diabétiques, qui arrivent un petit peu plus tard, mais de plus en plus tôt avec le temps. Alors avant, c'était après 50 ans. Aujourd'hui, on voit classiquement, on peut voir arriver des vrais diabètes de type 2 après l'âge de 35 ans. Et là, le rôle de la génétique est indéniable. Il y a une prédisposition familiale à avoir un diabète de type 2. Il y a des facteurs environnementaux qui jouent aussi. Alors, on parle évidemment de la sédentarité et de l'alimentation hypercalorique, mais il n'y a probablement pas que ça. Et puis, il y a le diabète de type 1, qui est un autre diabète dont la cause est complètement différente. C'est un désordre de l'immunité. C'est la défense contre les corps étrangers. Et le diabète de type 1, c'est lié au fait que l'immunité se trompe et prend pour étranger ce qui nous appartient à nous. On appelle ça une maladie auto-immune. Et il y a un processus comme une inflammation qui vont détruire les cellules qui fabriquent l'insuline. Et là, on est dans une pathologie qui ne concerne cette fois-ci que les cellules qui fabriquent l'insuline. Là, du coup, dans la majorité des cas, la résistance à l'insuline que décrivait Claire tout à l'heure, là, n'intervient plus. Et ça veut dire que c'est un domaine de recherche qui est important aujourd'hui. On
on parle de pancréas artificiel parce qu'il faut s'imaginer un enfant déjà atteint de cette maladie. Vous avez raison. C'est-à-dire que c'est un sujet majeur. Il y a moins de diabétiques de type 1 que diabétiques de type 2. C'est à peu près, il y a 200 000 diabétiques de type 1 en France, à peu près, alors qu'il y a à peu près 5 millions de diabétiques de type 2. Donc vous voyez que le rapport est différent. Mais ça concerne des jeunes personnes. Ça commence souvent, la moitié des cas, avant l'âge de 20 ans. Et vous imaginez, ça concerne les enfants et leur famille et l'entourage. Et c'est des enfants qui ont des contraintes majeures. Et alors, le traitement consiste à remplacer les cellules qui fabriquent l'insuline. Donc, c'est les injections d'insuline. Et aujourd'hui, heureusement, on voit des progrès considérables grâce à l'intelligence artificielle qui vient permettre de faire ce qu'on appelle de l'insulinothérapie automatisée. Et c'est des innovations qui sont disponibles depuis 2 ans à peu près. Mais alors, comment ça se passe? Il faut quand même se faire la piqûre? Non. Non, les piqûres au bout du doigt, ça a été remplacé par des petits capteurs. On en voit au supermarché ou sur la plage. C'est des espèces de capteurs qu'on met au bras et qui mesurent en permanence le diabète. Donc ça permet enfin à la personne vivant avec un diabète de type 1 d'avoir accès à ces données en permanence, savoir s'il y a une hypoglycémie, une hyperglycémie qui peuvent poser des problèmes de santé. Donc il est au courant. Mais maintenant, cette mesure continue est envoyée automatiquement dans des petits appareils qui envoient l'insuline de manière permanente et qui vont adapter en temps réel l'administration de l'insuline. Donc l'enfant n'a plus à s'en occuper Pas du tout à fait encore. Quant à l'état de base, il s'en occupe plus. Mais il doit quand même prévenir le système, par exemple, lorsqu'il mange ou lorsqu'il a une activité physique. C'est-à-dire qu'on est au tout début de l'histoire de l'intelligence artificielle. C'est les premiers algorithmes qui ne sont pas capables de faire face à des ruptures brutales dans la vie des enfants, comme par exemple manger ou avoir une activité physique. Mais on sait déjà que les progrès arrivent très bientôt, de manière à ce que l'enfant et les parents ne se préoccupent pas, en tout cas bien moins qu'avant, de ces désordres glycémiques qui entraînent un fardeau extrême dans leur vie. Oui, beaucoup d'enfants, on en a tous connu, de jeunes, ont abandonné la surveillance, quitte à mettre en danger leur vie. Absolument. Mais il y a ces jours-ci des papiers qui parlent de capteurs connectés. Alors, expliquez-nous bien, et qui nous mettent en garde contre des arnaques de capteurs connectés. Alors, le capteur dont vous parlez pénètre dans la peau. Oui, d'ailleurs, je voudrais ainsi dire à ce sujet que le capteur, aujourd'hui, ne concerne pas que le diabète de type 1, mais aussi le diabète de type 2 maintenant, et qui est traité par insuline aujourd'hui. Et je milite pour que ce soit aussi disponible pour des gens non traités à l'insuline demain. Mais ça, c'est un autre sujet. Le capteur, c'est un espèce de petit tuyau de 3 mm qui est dans le tissu sous-cutané et qui va en permanence mesurer la concentration de sucre dans ce tissu. C'est pas dans le sang, c'est dans le tissu sous-cutané. On appelle ça le glucose interstitiel en permanence. Et donc, le patient a accès en permanence à la concentration mesurée, à ce qui s'est passé dans les heures précédentes, ce qui n'était pas le cas avec les glycémies qu'on faisait au bout du doigt à l'époque. Et puis également, on a la flèche de tendance. Est-ce que c'est en train de monter ou baisser? Ce qui est d'une importance majeure pour les gens. Mais le stade d'après, qu'on y a accès aujourd'hui, c'est que les résultats sont envoyés de manière automatique à une centrale qui est située sur un objet qui ressemble à un téléphone portable et qui calcule en permanence la modification des besoins d'insuline. Et donc, le patient est immédiatement au fait de ce qu'il a le droit de manger. Oui, le système peut sonner lorsque ça devient dangereux, par exemple. Et les parents peuvent, dans leur chambre ou à distance, savoir que l'enfant est dans une situation qui nécessite que les parents interviennent. Par exemple, lorsqu'il y a une hypoglycémie sévère et que les parents doivent se resucrer. Des parents d'enfants qui ont un diabète de type 1 ne dorment plus. Grâce à ces systèmes, ils peuvent retrouver le sommeil, puisque les systèmes les préviennent lorsque l'enfant est en danger. C'est terrible. Non, mais c'est un stress terrible. Alors, parlant de stress, justement, et d'obésité, est-ce que, Claire, vous... professeur Claire Carrette, je précise, vous avez noté un lien entre, par exemple, le stress et l'obésité, le goût pour le sucré et l'obésité. Ce que je peux vous dire, c'est que en fait, donc ce que j'ai essayé d'expliquer au début, c'est qu'il y a un fort
substratum génétique à l'obésité, mais qu'après, une fois que l'obésité s'installe, en fait, c'est une maladie qui peut évidemment être favorisée par des tas de choses, dont des comportements, dont des stress psychologiques et dont des troubles, ce qu'on appelle des troubles des conduites alimentaires. Voilà. Ce qui est très répandu et largement sous-diagnostiqué, c'est l'hyperphagie boulimique. Parce que quand on pense boulimie, anorexie, vomissement provoqué, prise de laxatifs, etc. Enfin, comportement caché pour perdre du poids et lutter contre ces crises de boulimie. Mais en fait, dans l'obésité, nous, ce qu'on voit, c'est des crises de compulsion qui ne sont pas toujours aussi intenses que dans la boulimie, anorexie, boulimie, mais qui sont quand même très fréquentes et qui vont conduire à une prise de poids puisque il n'y a pas de comportement compensatoire. Donc ça quand même, ça existe. Alors, c'est pas le cas de tous nos patients, mais ça existe. Mais alors, comment opérez-vous le suivi? Vous arrivez à leur poser la question et ils arrivent à vous l'avouer? Parce que c'est Oui. un peu une honte, Oui, non, bien pour sûr. Bah, après, je pense que ça, c'est notre devoir en consultation d'une manière générale, c'est que les patients se sentent à l'aise pour nous raconter un peu la façon dont ils vivent leur maladie et leur alimentation. Et est-ce que vous avez des conseils particuliers à leur donner pour résister aux pâtisseries, à un couscous? Non, mais Pas vraiment. vous avez peut-être des Non, trucs, j'ai non? pas de truc. Non, l'idée, c'est plutôt de retrouver, mais c'est parfois extrêmement difficile parce qu'il faut imaginer que c'est souvent des patients et souvent des patientes qui viennent nous voir, qui ont une longue histoire de lutte contre l'obésité, qui ont fait des tas de régimes divers et variés. Et finalement, nous, ce qu'on souhaite, c'est arrêter ce cycle de régime infernal qui va générer justement des troubles des conduites alimentaires, des yo-yo, donc des variations de poids extrêmement importantes avec des pertes de poids importantes, des reprises de poids. Mais quand on perd du poids comme ça très, très vite, on perd du muscle. Et quand on reprend du poids, on reprend de la masse grasse. Donc en fait, on se retrouve avec des gens qui ont des pourcentages de masse grasse très élevés, une obésité qui est incrustée, dont il est difficile de se débarrasser, une modification du tissu adipeux, etc. Donc notre rôle, c'est plutôt d'essayer de pacifier leur relation à l'alimentation. Parfois, ça s'accompagne pas de perte de poids, en tout cas pas immédiatement. Donc, c'est pas très satisfaisant pour les gens qui veulent maigrir maintenant tout de suite. Mais c'est un peu la clé pour arriver ensuite à mettre en place des choses, des mesures thérapeutiques pour faire baisser le poids. Alors, mesures thérapeutiques, Mm. on parle de Mm. ces médicaments antidiabétiques qui font maigrir tout Hollywood et qui s'appellent Ozempic, Mounjaro, Wegovy. Wegovy et autres, et qui s'injectent une fois par semaine. Et dans beaucoup de papiers, on a pu noter que des gens qui n'étaient pas du tout diabétiques avaient recours à ces injections, ces petites choses qui coûtent cher, et perdre du poids, vraiment, car ça coupe la faim. Qu'en pensez-vous? Et si vraiment ça fait maigrir, est-ce qu'il ne faudrait pas en prescrire à tout le monde dans ce cas? Comme le diabète est un fléau national, peut-être à vous, Claire, je pose la question en premier. En prescrire à tout le monde, pourquoi pas, mais c'est pas possible, évidemment que non. Non. Et on n'a pas vocation à traiter toute la population, mais c'est une vraie question. C'est-à-dire qu'il y a à l'heure actuelle 50% de la population française qui est en surpoids ou obèse, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on inclut tous les IMC au-delà de 25. 50%. 50%. Et 18% qui est en situation d'obésité. Donc, on se rend bien compte que c'est un coût faramineux pour la société. Donc, je pense qu'il y a une prise de conscience. Et c'est le cas, mais probablement pas encore suffisamment. Il y a un plan obésité, une feuille de route obésité qui avait été soumise au gouvernement, mais qui ont changé tellement que voilà. Donc là, on en est là. Mais il y a un plan obésité qui a été écrit et qui nécessite non seulement des mesures effectivement thérapeutiques avec des médicaments ou autres, mais aussi évidemment de la prévention et de la prise en charge des surpoids simples. Enfin, on ne peut pas traiter tout le monde par des médicaments, c'est absurde. Mais qu'en pensez-vous Alors, moi, ce que j'en pense, c'est je voudrais prendre un peu de recul sur cette question déjà et dire une chose. Professeur Rivlin. On vit une période absolument fabuleuse. Déjà, moi, je voudrais le dire. C'est-à-dire que j'ai appris la diabétologie dans les années 90 et nous avions à l'époque 2 médicaments pour soigner le diabète et de l'insuline, de type 2. Je parle là, on revient sur le diabète de type 2 et l'obésité. Et en plus, c'est des médicaments, on était content de normaliser le sucre dans le sang, mais en fait, fondamentalement, le patient, lui, c'est pas son problème. Son problème, c'est qu'il veut être en bonne santé et vivre longtemps. Et ça marchait pas, en fait. C'est-à-dire que ces médicaments qu'on utilisait à l'époque, ils n'avaient pas un effet faramineux sur l'espérance de vie, etc.
Et depuis les années 2010, nous vivons une chose incroyable, c'est qu'on a une explosion de ce qu'on appelle la pharmacopée, c'est-à-dire les possibilités thérapeutiques qu'on a, avec différentes catégories de médicaments qui sont arrivés à notre disposition, pour nous diabétologues, mais également les nutritionnistes. Et ces médicaments-là ont montré énormément de choses complètement inattendues. Et je parle des molécules que vous citiez, ce qu'on appelle les GLP-1, les agonistes des récepteurs GLP-1, mais je voudrais aussi citer une autre catégorie de médicaments, on appelle ça, c'est un nom un peu technique et je m'en excuse, c'est des inhibiteurs SGLT2, c'est-à-dire que c'est des médicaments qui se prennent par la bouche et qui entraînent l'excrétion urinaire de sucre. Ils se débarrassent du sucre par les urines. Ces deux familles de molécules qui sont arrivées sur le marché améliorent le diabète. Bon, très bien, c'est ce qu'on voulait. Mais ce qui est très inattendu, c'est que dans les années 2015, entre 2015 et 2020, il y a eu des dizaines d'études qui ont montré qu'elles amélioraient le pronostic cardiaque des gens. Les gens meurent moins, font moins d'infarctus, ceux d'autant qu'ils sont fragiles. Et puis alors, de manière absolument inattendue et surprenante, ça protège contre ce qu'on appelle la maladie rénale chronique, les complications du rein. À tel point que maintenant, l'une des deux, ceux qui entraînent l'excrétion urinaire de sucre, sont indiqués chez des gens non diabétiques mais qui ont cette atteinte des reins. Et j'ai pas fini. On s'est même rendu compte que ces médicaments aussi luttaient contre l'insuffisance cardiaque, notamment les inhibiteurs SGLT2. Tout ça pour dire que on va pas bouder notre plaisir. C'est-à-dire qu'on est quand même dans une période absolument fantastique où on a enfin des moyens d'améliorer la santé des gens. Mais on a surtout découvert par hasard des vertus supplémentaires à ces médicaments antidiabétiques qui ne se prennent que comme... C'est pas tout à fait par hasard, c'est parce que l'Institut américain du médicament, ce qu'on appelle la FDA, a imposé depuis les années 2010 des études pour vérifier que les nouveaux médicaments qu'on introduisait sur le marché n'étaient pas dangereux au niveau cardiaque. Donc en fait, on a fait des études cardiaques tout simplement pour être sûr que ces Ozempic ou autres médicaments que j'ai cités n'étaient pas dangereux au niveau cardiaque. Et la surprise a été grande de s'apercevoir que non seulement c'était pas dangereux, mais au contraire protecteur. Donc c'est pas par hasard, mais quand même un peu inattendu. Et ça encourage l'idée de le prescrire à une population plus large. Alors il faut être prudent quand même, c'est-à-dire que Claire et moi, on a été éduqués à ce qu'on appelle en anglais l'evidence-based medicine. Ça veut dire qu'on doit prescrire les molécules qui ont fait leurs preuves dans le cadre d'études très précises. Et donc ce qui a bien été montré, c'est que ces médicaments, je donne un exemple précis, protègent contre les atteintes cardiaques chez des gens qui sont dans une situation particulière, qui ont déjà des atteintes cardiaques. On appelle ça en prévention secondaire. Donc nous, on est assez respectueux de ce genre de choses, mais rien ne dit que des effets cardiaques protecteurs pourraient être également démontrés dans l'avenir chez d'autres populations. Ouais, tout à fait. Oui, Claire. Non, mais je suis d'accord avec Jean-Pierre. Mais alors, est-ce que à votre patientèle obèse, vous prescrivez systématiquement les fameuses injections Ozempic? Non, bien sûr que non. Une fois qu'ils ont, une fois qu'ils ont apprivoiser leur relation à la bouffe. Alors déjà, moi, je travaille dans un centre spécialisé obésité. Donc, je vois une population particulière de patients qui ont tous, par définition, un IMC au-delà de 35 et où, s'ils ont un IMC un peu plus bas, en tout cas, une obésité complexe avec des maladies qui compliquent l'obésité et qui compliquent la prise en charge. Donc, c'est quand même une population particulière qu'on dit de troisième recours, qui vient à l'hôpital, voilà, dans un centre spécialisé. Et qui sont souvent diabétiques. Donc, alors, qui peuvent être diabétiques, mais pas forcément. Ils peuvent avoir une insuffisance cardiaque, une insuffisance rénale, je sais pas moi, des douleurs des genoux, des tas de trucs qui font qu'ils sont considérés comme complexes et sévères. Et ces patients-là, on va vraiment les prendre en charge globalement. L'idée, c'est de faire une évaluation globale, donc à la fois sur le plan diététique, sur le plan des carences nutritionnelles. Les personnes avec une obésité ont souvent des carences. Évaluation de la masse grasse, masse maigre, de la dépense énergétique. On va les montrer à un enseignant en activité physique adaptée pour voir ce qu'il est possible de faire sur l'activité physique. Et après, on va discuter avec les psychologues aussi de est-ce qu'il y a des troubles des conduites alimentaires, oui, non, une dépression. Enfin voilà, on essaye vraiment de les prendre en charge globalement. Et une fois qu'on a fait tout ça, on va proposer effectivement des traitements. Donc les médicaments font partie à l'heure actuelle des possibilités thérapeutiques, mais c'est pas la seule. Et on est quand même
à l'heure actuelle très gênés par le fait que ce sont des médicaments qui ne sont pas remboursés dans l'indication obésité. Donc s'ils ont un diabète, on peut traiter ces patients pour leur diabète par ces molécules, mais dans l'obésité, ça m'arrive de le prescrire, hein, parce qu'il y a des gens qui souhaitent le payer, et donc je le prescris. Mais c'est quand même extrêmement... pour le Donc, moment, c'est limité, hein. C'est des médicaments qui coûtent cher et qui sont suspensifs. C'est-à-dire qu'il faut imaginer, en tout cas dans l'obésité, mais c'est vrai aussi dans le diabète, que c'est des médicaments qu'on prend et qu'on est censé prendre un peu à vie. C'est-à-dire que quand on a une augmentation de la pression artérielle, on accepte, entre guillemets, de prendre un traitement pour la pression artérielle. On prend le médicament, la pression artérielle diminue, mais on n'arrête pas le traitement pour la pression artérielle, on le garde, sinon la pression remonte. Et ben pour le poids, c'est pareil. Et ça, c'est difficile, les gens n'imaginent pas ça, même nos collègues qui ne sont pas spécialistes de l'obésité n'imaginent pas ça. Mais c'est vraiment des médicaments pour le moment suspensifs, hein. Et de fait, c'est quand même des médicaments qui pourraient sauver la vie et sauver également la trésorerie de la Sécu de façon intéressante. Donc, est-ce que la dépense n'en vaut pas Il faut le la démontrer. chandelle? Ouais, il faut le démontrer et je pense que c'est probablement vrai chez les patients. En fait, plus vous prenez des patients compliqués qui vont coûter cher à la société, plus le bénéfice va être important. Et est-ce que Voilà, les ouais. labos étant nombreux sur ce genre de marché, on ne peut pas imaginer que la concurrence jouant, maintenant on a 2 ou 3 labos qui fabriquent ces fameux Ozempic et autres, qui feraient baisser le prix, une concurrence Si, qui rendrait le truc les prix vont baisser, il va y avoir des génériques, donc toutes ces oui, questions-là vont disparaître avec le temps. Mais je pense que la question essentielle, c'est le bénéfice-risque pour le patient, c'est-à-dire quel bénéfice attendre de ce traitement médicamenteux et quel risque prend le patient en prenant ce traitement. Donc d'après ce qu'on sait, il y a peu d'effets il y secondaires. a peu d'effets secondaires, mais c'est des médicaments qui sont relativement récents, qu'on utilise à des doses très élevées dans l'obésité. Et parfois, chez des femmes, notamment jeunes, la majorité des gens qui viennent nous voir pour l'obésité sont des femmes. Non pas que les femmes soient plus obèses que les hommes, mais elles sont plus gênées par leur obésité que les hommes, pour des tas de raisons, mais notamment pour des raisons de stigmatisation sociale. Et donc, des femmes jeunes, nous, la moitié de nos patients ont moins de 40 ans. Elles vont faire des grossesses. Il va leur arriver plein de choses dans la vie. Est-ce que c'est bien de donner des médicaments à ces femmes-là, comme ça, à cet âge-là? Je pense qu'on manque encore un peu de données pour y aller franco, quoi. Qu'en pensez-vous, Je Jean-Pierre partage Ripoll? complètement l'avis de Claire. Il faut quand Ah, même rester prudent. C'est pas des molécules qui sont indemnes d'effets indésirables. Il y a quand même des effets indésirables digestifs pour certains qui sont très sévères. Il y a quand même des gens qui arrêtent la molécule. Ça se prescrit dans certaines de manière particulière. Il faut quand même des gens qui connaissent pour les prescrire. Donc, ouvrir les vannes à large échelle sans contrôle me paraît pas raisonnable. vous-même, vous suivez des cohortes autour du diabète et vous pouvez nous en parler. Les cohortes, c'est donc des échantillons d'une population que vous testez sur diverses choses avec des molécules nouvelles. Alors, Euh, pas tout à alors non, enfin les cohortes, alors effectivement, moi je suis des cohortes surtout de personnes vivant avec un diabète de type 1, mais il y a également des cohortes de personnes vivant avec un diabète de type 2 et des cohortes de personnes en situation d'obésité. Et ces cohortes, à large échelle, sont là pour apporter des informations. C'est pas forcément là pour tester des traitements. ah, Ce sont des projets qui impliquent énormément de centres. Donc personnellement, moi je m'occupe d'une cohorte de personnes vivant avec un diabète de type 1 qui s'appelle SFDT1, qui concerne 72 centres en France et dom-tom comprises, et qui 72 centres. en France, oui. Et il y a aujourd'hui, il y a près de 5000 personnes inclus. On a l'objectif d'en recruter 10 000. Et l'idée, c'est de répondre à de nombreuses questions qui n'ont pas encore de réponse liées aux Mhm. maladies. Et je vous écoutais parler d'anxiété et de dépression. Parmi les sujets qui nous intéressent énormément, c'est le rôle qu'ont les déterminants psychosociaux. Mm. Par exemple, la psychologie des gens. Les gens vivent au quotidien avec cette maladie chronique, avec une obésité, avec un diabète de type 1. Ils le vivent toutes les secondes. Et ça a des implications psychologiques
quel est le rôle de ce vécu psychologique dans les complications liées à la maladie? Ça fait partie des questions majeures qu'on se pose. Également, par exemple, on s'intéresse beaucoup aux aspects économiques. Quel est le rôle de la précarité dans la survenue des complications liées à la maladie? Et pour ça, il faut des sources d'informations nombreuses. Il faut de nombreux patients pour répondre à ces questions. Il faut des données cliniques très riches. Et il faut ce qu'on appelle en anglais des patient-related outcomes, c'est-à-dire des échanges de questionnaires par Internet avec les patients pour mieux comprendre leur vécu au quotidien. Et là, est-ce que, par rapport à tout cet avenir qui pourrait être conditionné par vos cohortes, est-ce que ça inclut un pancréas artificiel, des thérapies cellulaires? Vous Oui, ça joue un avez rôle. un Parce que, pro... par exemple, nous, on a étudié récemment, on a un travail qui a été publié sur l'état d'anxiété, de détresse liée au diabète. De type 1, hein. C'est-à-dire, voilà, on a des questionnaires qui sont validés mondialement, hein, sur le vécu du diabète. Et on s'est rendu compte que quand on stratifiait notre population entre des gens qui étaient traités par injection et on allait vers le plus sophistiqué jusqu'à ceux qui étaient traités par les fameux pancréas artificiels, eh ben, on était surpris de voir que la détresse liée au diabète était très élevée dans toutes les catégories. Autrement dit, la détresse liée au diabète, ça améliore l'état de santé des gens, ça c'est sûr. Pardon. Le pancréas artificiel améliore l'état de santé des gens, améliore un tout petit peu quand même l'état psychologique des gens parce que ça lève le fardeau, mais on n'a pas encore répondu à toutes les questions. Et probablement parce que le fardeau quand même persiste. Et pour ça, ce que vous avez cité comme étant les thérapies cellulaires, qui est clairement un avenir pour après-demain, eh ben, reste d'actualité malgré ces progrès technologiques. Et là, c'est le moment de citer le congrès de diabétologie qui vient de s'ouvrir et qui va se terminer ce vendredi 4 avril, et dont vous êtes un des présidents que vous allez inaugurer et qui s'appelle exactement comment Donc c'est le congrès de la Société francophone du diabète qui sera inauguré précisément demain, mardi, au Palais des Congrès à Paris et qui, comme vous l'avez dit, durera jusqu'à vendredi 13h. Et donc, il va rassembler tous les spécialistes. Claire Carrette, vous en serez Oui, également. tout à fait, bien sûr. Bien Donc, sûr. il y aura à la fois Ouais. diabète de type 1, diabète de type 2, et chacun va présenter le résultat de ses études. Vous, les cohortes, et vous, Claire, de quoi allez-vous... Alors moi, je vais parler d'études demain, un peu vintage, qui montrent comment essayer de limiter la progression du stade de prédiabète au stade de diabète de type 2. Ah, C'est-à-dire qu'on intéressant. peut identifier dans la population générale des gens qui sont à risque de devenir diabétiques juste sur leur glycémie à jeun ou avec un test de tolérance au glucose. Parce qu'on sait que, par exemple, tu l'as dit tout à l'heure, le diabète, la définition, c'est la glycémie à jeun au-dessus de 1,26. Mais on sait qu'en fait, il y a un continuum. Et quand on est déjà à 1 gramme aux États-Unis et à 1,10 g en France, c'est un peu différent le seuil, mais peu importe. En gros, quand on a une glycémie qui commence à s'élever, ça doit déjà être un signal qui dit « Ah, il y a peut-être un risque dans 10 ans, je sois diabétique de type 2 ». Et donc, chez ces patients-là, qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de limiter le risque de survenue de diabète? Donc, c'est ça dont je vais parler. Et on fait quoi alors Bah, dans ce cas? quand même, globalement, il y a des tas de molécules qui ont été essayées, des traitements pharmacologiques. Pour faire baisser coûte que Voilà. coûte ce 1,2. Donc, alors ça, les gens, on peut discuter, est-ce que c'est vraiment une prévention ou est-ce que c'est pas finalement un traitement du diabète un peu anticipé, c'est-à-dire Oui. qu'on démarre le traitement un peu plus tôt, c'est toujours un peu la discussion. Et sinon, ce qui a bien été montré, c'est une vieille étude américaine qui s'appelle DPP, puis qui a été reproduite dans d'autres pays, en Finlande, en Chine, en Inde, etc. On a montré qu'en faisant des modifications du style de vie, mais vraiment de façon intensive, en mettant le paquet, c'est-à-dire il faut voir les gens 16 fois pendant les 6 premiers mois, donc 16 consultations. Il faut leur donner des objectifs précis de perte de poids, arrêter de fumer, faire de l'activité physique, mais c'est pas juste 20 minutes de marche, c'est vraiment beaucoup plus. Combien, par exemple? Alors là, je crois que c'était 1h30 par semaine, si je dis pas de bêtises, ou 2h30, j'ai un doute tout d'un coup. Bon, bref. Et en tout Intensif. cas, il faut y aller. Et dans ces cas-là, on peut effectivement prévenir et diminuer quand même de plus de 50% le risque de devenir diabétique. Et alors, tout ça est passionnant et vous avez l'air d'ailleurs passionnés l'un et l'autre parce que c'est une discipline qui est en train d'évoluer, c'est presque révolutionnaire. Ma question, pourquoi avez-vous choisi cette spécialité l'un et l'autre? Alors, moi, je dirais que c'est une spécialité
qui allie ce que les sociologues appellent le dur et le mou. C'est-à-dire le dur, c'est la science. C'est-à-dire que pour être nutritionniste ou diabétologue, il faut avoir une très haute compréhension des mécanismes biochimiques très pointus de l'être humain. Et que par ailleurs, l'humain joue un rôle absolument majeur dans le vécu avec la maladie chronique. Et la conjonction de ces deux, un aspect très scientifique, et le suivi des maladies chroniques ou le lien qu'on a avec les patients pour essayer de leur faire accepter l'inacceptable, le fait de vivre avec ces maladies, eh bien, ça donne une richesse incroyable à cette spécialité. Mmh. Et vous, Claire Carrette, c'est Moi, de réussir à faire maigrir des gens qui étaient comme ça à l'origine. pas forcément, non, c'est C'est plus vrai. gratifiant quand Oui, même. c'est attrait. Et puis, oui, c'est des patients avec qui, comme dit Jean-Pierre, on a un lien très fort. C'est des gens qu'on suit et qu'on prend en charge globalement. Moi, ce qui me plaisait dans la médecine quand j'étais étudiante, je savais pas que j'avais des choses que je voulais pas faire, mais dans ce que je voulais faire, globalement, c'était toujours des spécialités où on prend en charge les patients globalement, pas juste un organe en particulier. Donc ça m'a plu. Et pour tout dire, je peux remercier le docteur Dupasquier, je ne sais pas si elle m'entendra, mais elle donnait les avis diabéto à Saint-Jean quand j'étais interne et ça m'a donné envie de faire cette spécialité. Et j'ai aussi une amie, Cécile, dont je ne donnerai pas le nom de famille, mais qui est devenue médecin, enfin qui était étudiante en médecine avec moi et qui est devenue diabétique de type 1 à côté de moi quand on révisait l'internat. Donc ça m'a aussi sensibilisée à cette pathologie. Mais par exemple, justement, avec vos patients, vous leur interdisez les gâteaux, un verre de vin. Non, ça a complètement C'est... changé, hein, toute Ah cette ah, vision des diététiciennes notamment, qui étaient un peu sévères, etc. Elle a complètement changé, leur formation a complètement changé, ah ah. grâce notamment aux outils qu'on a maintenant en diabétologie, qui permettent aux gens de manger finalement. Alors, ce qu'ils veulent, c'est toujours un peu, entre guillemets, faux cul, pardon du terme un peu grossier, mais quand même, globalement, maintenant, il n'y a pas d'interdit au sens strict. L'idée, c'est d'accompagner les gens et de les aider à manger le plus équilibré possible, mais en sachant que personne ne mange normalement ou de manière équilibrée en permanence. C'est un équilibre sur le long terme. C'est pas un équilibre au jour le jour, au gramme près, à chaque repas. Et est-ce que vous voyez vos patients surveiller leur alimentation après avoir commencé à bouger, ou est-ce que c'est en maigrissant, en mangeant moins, qu'ils se mettent à faire du sport? Qu'est-ce qui... Ouais, ça dépend des patients. Il y a des patients qui Ah, disent que l'activité physique leur ouvre l'appétit, donc ça nous désole un peu parce que c'est pas ce qu'on souhaite. Et puis, non, en fait, c'est plus vraiment une prise en charge globale. On essaye de tout faire. Alors, ce qu'on dit en général, c'est que quand même, pour perdre du poids, à un moment, il faut qu'il y ait un déficit calorique. Donc, voilà, il va falloir diminuer un peu les apports caloriques, mais c'est pas forcément diminuer ce qu'on va manger en quantité, parce qu'en fait, les gens peuvent mal s'alimenter et finalement, parfois, ils ont l'impression qu'avec ce qu'on leur propose, ils mangent plus, parce qu'il y a plus de légumes, notamment, plus de fibres. Donc en volume, c'est plus important, mais en calories, ça l'est moins. Et l'activité physique est plus là pour maintenir la perte de poids. C'est vraiment, et puis c'est un facteur général de bien-être, d'équilibration de la glycémie, etc., etc. oui. Et puis Jean-Pierre voulait ajouter Jean-Pierre. quelque Je chose. voudrais Oui. réexprimer ce qu'a très bien dit Claire, c'est-à-dire que entre avant et maintenant, il y a un changement d'abord du patient. Avant, vous l'aviez bien exprimé sous la forme de votre question. On était beaucoup dans l'interdit. Mhm. En disant le diabète et l'obésité, c'est ça. Tu manges pas, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Évidemment, les gens ne le suivaient pas. Et aujourd'hui, c'est ce que je comprends dans ce que vient de dire Claire et que je vis au quotidien, c'est qu'on est obligé de partir de la personne. C'est-à-dire de ce qu'elle est, de ce qu'elle comprend, de ses problématiques à elle. Mhm. Et on ne calque pas une recette sur tout le monde. Parce que chacun est différent et on doit partir des motivations et du niveau de compréhension des gens et de leurs capacités. Qu'est-ce qu'ils veulent pour eux? Et c'est à partir de là qu'on doit forcément s'adapter. Alors oui, il faut de la restriction calorique. Oui, il faut vivre les contraintes. Mais ce qu'on demande au patient est à la hauteur de ce qu'il est capable de recevoir. Et ça, c'est intéressant de vous écouter, Jean-Pierre Yveline, parce que vous êtes un des rares chercheurs que je reçois qui est également clinicien. C'est-à-dire que vous voyez vraiment en live le résultat de vos études ou Alors, le congrès de d'expérimentation. diabétologie le montrera, mais heureusement, la recherche clinique en France est très, en diabétologie en particulier, est très riche. Il n'y a pas que moi, Claire en fait partie. Non, mais il y a plein. C'est une grande chercheuse On a plein clinicienne. de... Et il y en a Oui. il y a une dynamisme de la recherche clinique, c'est-à-dire des gens qui font pas que de la recherche dans les molécules, mais qui voient des patients au quotidien. Et le congrès qui va s'ouvrir demain le montrera.
Et alors, je vous remercie beaucoup de nous avoir annoncé tout ce qui va être découvert par le grand public dans quelques jours, mais vous avez vraiment une renommée qui essaime à l'étranger. Je veux dire, est-ce que c'est un congrès francophone, mais est-ce que vous avez des Canadiens, Oui. est-ce que l'Amérique regarde les résultats de ce congrès? Oui, alors Est-ce que- malgré les crispations internationales, les barrières n'existent pas grâce à Internet, et en fait, on a tout un chacun des très fortes collaborations dans tous les pays du monde. Y Alors, compris les Américains y encore compris, aujourd'hui. mais plus que jamais, on travaille beaucoup avec les Américains qui vraiment sont très très dynamiques dans le domaine de la recherche dans le diabète et de l'obésité en général. Et dans ce congrès, il y aura des interventions de Canadiens avec lesquels je collabore étroitement, mais également la Belgique qui sera fortement représentée, le Luxembourg, l'Afrique subsaharienne et le Maghreb. Mm. Et Claire Carrette, il y aura également des patients qui viendront témoigner de leur traitement ou des associations de patients qui expliciteront vos méthodes individualisées Bah, c'est un congrès qui fait vraiment la place, je pense, à tous les intervenants de la prise en charge du diabète. Donc, il y a les associations de patients qui sont là, et puis il y a aussi les infirmières, enfin les paramédicaux d'une manière générale. Il y a une partie du congrès qui est paramédicale. Mm. Voilà, qui permet de mettre en lumière ce dont parlait aussi tout à l'heure Jean-Pierre, le fait qu'on parte du patient et de ses besoins. Ça met aussi l'accent sur ce qu'on appelle l'éducation thérapeutique, dans laquelle la diabétologie est assez pionnière. Et donc, il y a toute une partie aussi du congrès qui est dédiée vraiment à l'éducation thérapeutique. L'éducation thérapeutique, c'est une façon peut-être pas très jolie, parce que le mot éducation peut faire un peu rééducation, mais c'est une façon de laisser le patient être acteur de sa maladie et de décider lui-même de ce qu'il souhaite faire pour sa maladie et pour Oui, son corps. c'est arrêter d'infantiliser les Voilà, malades. ouais, Et ouais. est-ce que l'un et l'autre, vous n'avez pas l'impression justement que le public aujourd'hui est conscient, beaucoup plus avide d'information et d'éducation qu'autrefois? C'est-à-dire que Mm. on ne vous regarde plus comme des dieux Non, peut-être, malheureusement. mais au moins on est plus proactif dans... Comme Claire, je le vis comme un enrichissement de la relation avec le patient. C'est-à-dire, on n'est plus dans Knock de Jules Romain, c'est-à-dire c'est une caricature du médecin qui a tout pouvoir. Aujourd'hui, c'est un Oui. partage de décisions, un échange avec le patient, justement, et ça enrichit considérablement la relation avec le patient. Mm. Bon, on arrive au terme de cette émission. Vraiment, merci beaucoup. Je crois qu'on a fait le tour du paysage. Il faut réécouter ce que vous avez dit, tellement les choses sont passionnantes. De nouvelles molécules, pancréas artificiel, une thérapie cellulaire et ce fameux congrès dont vous serez des membres très actifs. Alors, je vous remercie. Je rappelle vos noms. Donc, Jean-Pierre Rivlin et Claire Carrette, tous les deux diabétologues et tous les deux des sommités en matière et de diabète et de nutrition, d'obésité et toutes les maladies dérivées. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous.